Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs, d'édition du 21 février 2015. Aujourd'hui, on parle d'équité, un programme de conciliation travail-études. On parle également du festival Montréal Joue. Et dans notre segment Gens de cœur, un jeune résident de La Salle qui s'implique dans sa communauté. Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Équité vise à favoriser la réussite scolaire chez les élèves du secondaire qui ont un emploi rémunéré pendant leurs études et également à sensibiliser la communauté d'affaires aux enjeux de la conciliation travail-études. Et pour nous en parler, Sybille Jussomme, elle est chargée de projet au Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette. C'est dans l'arrondissement La Chine. Madame Jussomme, bienvenue. Merci, M. Pelletier. D'abord, expliquez-nous ce programme. Bien, en fait, je vais commencer par décortiquer le titre du programme, qui est Équité. Alors, ça signifie équilibre, travail, études. Et comme vous le devinez sans doute, c'est un projet qui vise vraiment à sensibiliser la communauté sur des gestes concrets à poser pour favoriser la conciliation travail-études chez les jeunes qui sont aux études et qui travaillent en même temps. C'est un programme qui existe depuis combien de temps? En fait, le programme a été lancé sous forme de projet pilote d'abord en 2009 à Verdun. C'était le fruit d'une collaboration entre le Carrefour Jeunesse Emploi de Verdun et l'École secondaire Monseigneur Richard à Verdun. Mais par la suite, en 2010, il y a 3 carrefours, en fait plutôt 5 carrefours Jeunesse Emploi qui se sont appropriés le projet et qui ont permis de le déployer non seulement à Verdun, à La Salle, à La Chine, à Ville-Saint-Laurent et dans tout l'ouest de l'île de Montréal. Mais là, maintenant, avec la collaboration de Réseau Réussite Montréal, ce sont 17 carrefours Jeunesse Emploi en collaboration avec 5 commissions scolaires qui permettent le déploiement du projet sur la totalité de l'île de Montréal. Il y a des commissions scolaires, il y a les carrefours Jeunesse Emploi qui s'unissent. Exactement. Qui vont sur le terrain et qui vont solliciter par la suite les employeurs. Exactement. Okay. Mais en fait, je vais peut-être prendre... pas aussi facile que ça, mais... Exactement, voilà. En fait, ce qui arrive, c'est que pour faire un peu l'historique du projet, ce projet est né face à un premier constat. D'abord qu'en 2010 environ, ou peut-être même depuis 2009, un jeune sur 3 décrochait. C'est-à-dire un jeune sur 3 quittait l'école secondaire sans avoir obtenu son diplôme d'études. Parce qu'il travaillait? Non. C'était un premier constat qui avait été fait. On ne savait pas encore pourquoi. Par la suite, un autre constat a été fait. Un jeune sur 3 travaille quand ils sont aux études. Alors là, le décrochage scolaire ne peut pas être perçu comme un problème dont les causes seraient isolées. C'est vraiment différentes causes qui peuvent rentrer en ligne de compte, des enjeux familiaux, sociaux, économiques. Donc, c'est vraiment difficile de dire, par exemple, que le fait de travailler pour un jeune va mener au décrochage scolaire. Par contre, face à ce constat, le fait qu'un jeune travaille, un jeune sur 3 travaille, tout en allant à l'école, les chercheurs se sont penchés sur, quelles pourraient être les influences du fait de travailler pendant les études. Les étudiants québécois de 15 à 24 ans, c'est à peu près la tranche d'âge dont on parle. Absolument. Détiennent le record canadien du plus grand nombre d'heures de travail rémunérées par semaine. On parle de 14,7 heures par semaine. Oui. Y a-t-il un nombre d'heures maximales à respecter pour ne pas nuire aux études? En fait, le projet Équité encourage les employeurs à ne pas exiger plus de 20 heures de travail par semaine pour les jeunes. Alors, je pèse mes mots, comme vous pouvez le constater, c'est parce que il va souvent y avoir de variantes, parce que
ça dépend souvent du contexte et ça dépend d'un étudiant à l'autre des fois. Mais par contre, les études ont montré que lorsque le seuil de 20 heures par semaine est dépassé, le fait de travailler peut être problématique pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte du fait que les jeunes, ils doivent non seulement aller à l'école, ils doivent consacrer un certain nombre de temps à leurs études après l'école. Donc, quand en plus ils travaillent, ils ont des activités sociales. Des fois, ils participent à des sports ou d'autres activités parascolaires. Donc, tout ça fait que il faut à un moment mettre certaines balises par rapport au nombre d'heures. Donc, effectivement, le seuil à ne pas dépasser généralement, c'est 20 heures par semaine. C'est sûr que pour un jeune en particulier, même 20 heures, ça peut être trop. Tandis qu'un autre, ça va bien aller. Il peut même aller jusqu'à 22 heures. Mais 20 heures en moyenne, c'est ce qui est recommandé. Comme on parle de conciliation travail-études, ce sera par la suite un arrangement entre l'employeur et son employé étudiant. Exactement. Chacun va mettre un peu d'eau dans son vin absolument, pour en arriver à un bon compromis. C'est ça. Okay. Et en fait, là où le projet Équité rentre en ligne de compte, c'est que les jeunes, surtout ceux qui sont au secondaire, parce que ça va être les premiers que nous sensibilisons, que nous ciblons. En fait, ces jeunes, souvent, ils sont à leur première expérience d'emploi. Donc, ils ne savent pas forcément comment négocier avec un employeur. Ils vont avoir, pour certains, une crainte de perdre leur emploi, par exemple, s'ils demanderaient une réduction de leurs heures. Donc, ils ne sauront pas toujours comment aborder la question avec les employeurs. C'est là que nous intervenons. Et ce que nous faisons, c'est que nous approchons ces employeurs-là pour les sensibiliser à la réalité de ces jeunes, aux enjeux que peuvent représenter la conciliation travail-études et aux différentes manières par lesquelles ces employeurs-là peuvent jouer leur partition finalement dans la conciliation et la réussite éducative. Madame Jusson, quels sont les secteurs pour lesquels travaillent ces jeunes? Bien, ça va être des secteurs pas mal variés, mais on va parler surtout du commerce de détail, donc les magasins, pharmacies, la restauration, beaucoup. La restauration tient une place assez importante. L'hôtellerie, un peu moins, mais on retrouve quand même l'hôtellerie, mais ça va être ces grands axes-là. Oui, absolument. Combien d'entreprises participent à ce projet? En fait, sur l'île de Montréal, on a déjà sensibilisé plus de 900 entreprises à ce projet-là. Donc, ces entreprises-là, elles ont été approchées, elles ont été sensibilisées. Et même de ces 900-là, elles ont reçu la certification équité qui, en fait, souligne leurs efforts, finalement, à faciliter la conciliation travail-études. On s'entend sur une chose, c'est l'étudiant, le jeune travailleur heureux va automatiquement rendre heureux son employeur. Absolument, absolument. Et vice-versa, c'est un vase communicant. Ça fait partie de notre discours aussi lorsqu'on rencontre les employeurs. On leur fait comprendre que c'est une formule vraiment gagnante pour tout le monde parce que non seulement le jeune, il en bénéficie, il peut vraiment continuer à aller à l'école et travailler, mais l'employeur aussi, il aura plein d'avantages, c'est-à-dire il aura un taux de roulement moins élevé dans son entreprise lorsque le jeune, il est bien. Donc, pourquoi il changerait d'emploi s'il est bien, s'il a une bonne relation avec son employeur? Madame Jusson, je vous bouscule un peu parce qu'il nous reste 2 minutes. D'accord. Mais vous émettez une certification aux entreprises qui embauchent des élèves du secondaire et qui s'engagent donc à y apporter une attention particulière. Absolument. Comment les employeurs, vite, là, facilitent-ils cette conciliation au travail? En portant une attention au nombre d'heures, par exemple, qu'ils vont exiger à ces jeunes-là, c'est-à-dire pas plus de 20 heures, comme je le disais tout à l'heure, au quart de travail qu'ils vont proposer, par exemple, que les quarts de travail ne se terminent pas au-delà de 10 heures le soir, parce qu'il faut que le jeune il ait le temps de rentrer chez lui, se préparer pour le lendemain.
aux périodes d'examen, qui sont les périodes les plus occupées pour les jeunes et peut-être même les plus tendues pour ces jeunes-là. Donc, essayer d'être le plus flexible par rapport à ces jeunes. Madame, une petite dernière pour la route. Oui. Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, vous avez décerné la plaque honorifique Entreprise exceptionnelle équité. Qui est l'entreprise récipiendaire et qu'est-ce qui l'a démarqué des autres? En fait, je tiens à souligner qu'on a retenu une entreprise qui est la clinique chiropratique AC. C'est une clinique chiropratique à La Salle du docteur Sylvain Fafard. En fait, il y a 7 finalistes qui avaient été retenus et je tiens à le souligner parce que ces 7 finalistes ont apporté quelque chose de concret sur la table, ont su se démarquer par rapport à ce qu'ils offrent aux jeunes et à comment ils facilitent leur conciliation travail-études. Donc, si vous permettez, je voudrais au moins pouvoir citer vite fait ces entreprises-là. Donc, il y a le Centre de l'Auto Beaumont qui est à Ville-Mont-Royal. Il y a la Pharmaprix Normand Picard à la Chine. Il y a la pharmacie Jean Coutu Noah Fadlala à Pierrefonds. Il y a le Tigre Géant à Ville-Saint-Laurent et il y a le TAS à Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Qui était en nomination. Voilà, voilà, les 7 étaient en nomination. Et vite fait, je peux vous dire que la clinique chiropratique, elle s'est vraiment démarquée non seulement parce qu'elle a su être sensible à la réalité de ses étudiants, ces étudiants travailleurs, mais aussi c'est une clinique qui est très sensible aux enjeux d'absentéisme des jeunes, donc essaie de les accommoder pour leur rendez-vous à la clinique, essaie de même d'offrir des services dans les écoles pour éviter que les jeunes aient à se déplacer pendant leurs cours et donc à manquer des cours, par exemple. Donc, c'est une clinique qui s'est vraiment impliquée d'une façon exceptionnelle. On aurait pu prendre rendez-vous pour une entrevue d'à peu près 30 minutes et on en aurait eu encore à dire. Absolument, oui. Sybille Jussomme, merci beaucoup. Merci à vous, M. Pelletier. Merci. Voici maintenant la revue de presse de vos hebdos de quartier. Dans le journal de Rosemont, Stéphanie Mauné nous apprend que les citoyens de Rosemont-la-Petite-Patrie devront bientôt mettre le pied sur la pédale de frein. L'arrondissement souhaite revoir les limites de vitesse dans la majorité de ses rues. Le 30 km/h sera généralisé aux voies aux alentours des écoles et des parcs. La mesure devrait être en place avant l'été. À la une du journal de Saint-Michel, on peut lire « David Hurtel, victime d'intimidation ». Les policiers ont constaté les méfaits causés par des vandales à la façade du 3750 Crémazie-Est le vendredi 13 février. La façade de l'immeuble, qui abrite entre autres les bureaux de comté du député de Viau, s'est vue recouverte d'une substance noire et de graffitis. Dans Nouvelle-Hochelaga-Maisonneuve, Steve Caron écrit qu'afin d'éviter la prolifération des conteneurs de dons sur son territoire et une certaine pollution visuelle, les élus de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont entrepris les démarches nécessaires pour modifier la réglementation présentement en vigueur. Une consultation publique a d'ailleurs eu lieu le 3 février sur ce dossier. La décision pourrait avoir de graves conséquences pour les organismes communautaires. À la une du Progrès Villeray, on peut lire que des citoyens s'activent contre le bruit des avions. La nuisance sonore est un fléau pour des résidents de Villeray qui ont décidé de prendre les choses en main. Un d'entre eux a installé à ses frais la première station sonore du quartier afin de démontrer que le bruit des avions affecte la qualité de vie. L'appareil comptabilise les vols d'avions et enregistre le nombre de décibels produits par ces engins. C'est un article d'Audrey Gauthier. Dans le magazine de l'Île des Sœurs, Stéphanie Alcaraz-Robinson écrit qu'une crise d'assurance est à prévoir. Les trop nombreuses réclamations de dommages des syndicats de condos poussent l'industrie de l'assurance à augmenter ses tarifs, une situation qui pourrait faire particulièrement mal à l'Île des Sœurs. La loi oblige les syndicats de copropriété à assurer l'immeuble. Toutefois, plusieurs assureurs refusent désormais de prendre de nouveaux risques. Les Nouvelles Saint-Laurent titrent Moisson Montréal déjà 30 ans. Alors que les célébrations entourant son 30e anniversaire se clôturaient le 12 février par un spectacle bénéfice, l'organisme situé à Saint-Laurent a ouvert les portes de son entrepôt à TC Média, une incursion au sein du plus important centre de récupération, de tri et de distribution alimentaire au Canada. Un article
de Anne-Frédérique Hébert-Dolbec. On en est maintenant à notre chronique Actualité municipale avec Camilla Rodriguez-CA. Camilla, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'abord de Projet Montréal, qui va encadrer Uber, la compagnie de covoiturage qui est récemment arrivée à Montréal. Oui, effectivement, en fait, l'opposition officielle souhaite réglementer Uber, donc la compagnie de covoiturage commercial, plutôt que de laisser la compagnie être illégale comme elle est en ce moment. Projet Montréal considère que c'est vraiment une compagnie qui est déjà établie puis qui est trop tard pour retourner en arrière et la retirer. Donc, selon eux, il vaudrait mieux la réglementer. OK. Si on prenait tout ça à la base, expliquez-nous, là, qu'est-ce que c'est Uber, là, précisément? Uber, c'est une compagnie qui est originaire des États-Unis. Elle est présente dans plus de 215 villes dans le monde. En fait, le concept est simple. N'importe qui peut prendre sa voiture, passer quelques tests, des vérifications avec la compagnie et devenir un chauffeur de Uber. Et donc, c'est un peu comme du covoiturage organisé. Mais quand on dit que covoiturage, mais qui est illégal, cependant, il est interdit au Québec de faire du covoiturage rémunéré, on s'entend. Oui, bien en fait, ce que les gens aiment à propos de ça, puis pourquoi c'est populaire, c'est que c'est plus simple que d'utiliser des taxis à plusieurs égards. C'est-à-dire qu'on a une application sur le cellulaire, puis à partir de là, on peut appeler une voiture, on peut voir où est-ce qu'elle est rendue grâce au GPS, et on peut même payer via l'application. Donc, il n'y a pas d'échange d'argent dans la voiture. Quelle est la réaction des chauffeurs de taxi traditionnels? Bien, en fait, elle est négative parce qu'il faut savoir qu'un permis de taxi, ça coûte 200 000 $ et que les chauffeurs de Uber n'en payent pas. N'ont pas déboursé ce montant. Non. Donc, c'est de la compétition un peu qui est illégitime, on pourrait dire. Il n'y a pas d'études qui sont sorties sur le sujet, mais admettons, dans une des régions de Montréal où est-ce que Uber est le plus utilisé, c'est-à-dire le centre de la ville, un chauffeur de taxi peut perdre jusqu'à 50 $ par jour à cause de la compétition de Uber. D'accord. Dans un autre ordre d'idées, Camilla, est-ce qu'on pourrait revivre un printemps érable comme celui de 2012, disons un printemps 2.0? C'est l'impression qu'on en a. Dans le réseau de l'éducation, il y a de nombreuses associations étudiantes, que ce soit au cégep ou dans les universités, qui, en ce moment, sont à l'étape de vote de grève, donc font des assemblées générales. Il y a énormément d'étudiants qui vont devoir se prononcer à ce sujet au cours des 2-3 prochaines semaines. Collégial, universitaire, les deux, oui. Collégial, universitaire. Okay. D'accord. Puis, on parle d'environ 46 000 étudiants qui vont assister à des votes de grève, donc qui vont voter, qui vont se prononcer et qui possiblement pourraient être en grève. Donc, il y a déjà eu des votes ailleurs. Il faut dire que dans certaines associations, la grève n'a pas passé. On parle pour le moment d'une grève de 2 semaines, donc ça serait du 23 mars au 3 avril. La raison, peut-être que je suis dans le faux, mais si on craint l'austérité, comme beaucoup d'organismes, c'est un peu la bataille de ce printemps là, pour les organismes, également les étudiants. Principalement au sujet de l'austérité, oui. Donc, le projet, c'est d'aller dans une grève générale, donc dans une optique de solidarité, disons, intersectorielle, où est-ce qu'il pourrait avoir... donc, ça ne serait pas seulement pour les étudiants. Il y a, par exemple, les syndicats, il y a le CSSS de Laval et l'hôpital Sainte-Justine, qui, eux, prévoient, donc, peut-être aller en grève s'ils sont touchés par les mesures d'austérité. Il nous reste encore quelques minutes et je voudrais aborder un sujet concernant, vous savez, le fameux projet de centre commercial entre la 15 et la 40, là, ça a reçu un appui de la part du directeur de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Oui,
En fait, qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il faut vraiment étudier la proposition, puis qu'il ne faut pas se fermer les yeux parce que ça reste un investissement de 2 milliards de dollars à Montréal. Donc, selon lui, ça ne peut qu'être bénéfique à la ville. Le promoteur du projet, Carbonello, c'est le même promoteur pour le quartier d'East-Trent. Donc, ça serait à peu près le même concept, donc un méga centre commercial. Un peu comme à Brossard, comme ce fameux d'East-Trent, là. OK, mais la réflexion qu'on peut avoir, c'est en a-t-on vraiment besoin? En a-t-on déjà suffisamment? On est dans une période où il y a énormément de magasins qui ferment. Il y a des magasins de détail, par exemple. Effectivement, il y a Target, il y a Mex, il y a Jacob. On peut penser qu'il y a peut-être assez de locaux vacants dans les centres commerciaux qui existent déjà. Pourquoi faire un autre centre commercial? Bon, je pense que c'est un peu l'idée qu'a Projet Montréal en se levant contre cette initiative-là, mais le nouveau centre commercial 1540 serait sur le terrain de Mont-Royal. Et le maire de Mont-Royal... De la ville de Mont-Royal. Exactement. D'accord. Et le maire de Mont-Royal, lui, est tout à fait pour et persiste et signe, ça devrait se faire. C'est déjà tout le temps qu'on a cette semaine. Merci beaucoup à Camila Rodriguez, ECA. Merci. Le 24 février 1995, un des bâtisseurs de la radio au Québec, Jack Titleman, décédait à l'âge de 85 ans. Né en 1909 à Montréal, il habite le quartier Myland, où la communauté juive est en plein essor. Il se découvre un talent pour les affaires et devient d'abord vendeur de capsules publicitaires pour une station radiophonique. En 1946, il fonde CKVL, qui, dès le départ, propose à ses auditeurs une programmation bilingue où se côtoient, entre autres, des radioromans et de la musique populaire. Tout en augmentant sans cesse la puissance de son antenne, Titleman crée de nombreux précédents, notamment en engageant des femmes en tant qu'animatrices. Homme à tout faire, il a été un visionnaire en s'emparant du marché laissé vacant de l'ouest de l'île de Montréal et en innovant constamment dans ses façons de faire. L'année 1976 est une année pivot pour lui. C'est à ce moment qu'il crée C'est quoi FM, une station de radio qui est rapidement devenue le poste le plus écouté en Amérique du Nord. Après avoir fondé un empire radiophonique et pavé le chemin à de nombreux artistes qui ont énormément contribué à l'essor de la culture québécoise et canadienne, l'infatigable Jack Titleman s'est éteint il y a 20 ans. Après la pause, on vous parle du festival Montréal Joue et on vous présente également un organisme qui a pour nom Oxygène. Du 21 février au 8 mars, la Ville de Montréal convie ses citoyens à participer à la 3e édition du festival Montréal Joue. Et pour nous en parler, on a Claude Ayerdi, qui est co-responsable de l'événement. Madame Ayerdi, bonjour. Un festival qui est le résultat d'une association entre les bibliothèques et l'industrie du jeu. Tout à fait, en fait. Expliquez-nous. Oui. Depuis la première année, on travaille avec beaucoup de studios qui sont établis à Montréal. Plusieurs qu'on connaît, comme par exemple Ubisoft, dont on parle beaucoup, mais il y en a beaucoup d'autres à Montréal. Et aussi, un peu moins connus, on a beaucoup d'éditeurs de jeux de société, des distributeurs également qui sont ici et qui publient des jeux, qui font des animations. On a vraiment toutes sortes de partenaires. Vraiment, on rassemble l'industrie du jeu autour du projet du Festival Montréal Joue. Cette année, quelle est l'ampleur de l'événement? Ça a pris beaucoup d'ampleur cette année. Je dirais que notre 3e édition sera une très belle édition. Donc, en plus de nos 200 activités en bibliothèque, donc vraiment dans les 19 arrondissements de la ville, on a également 16 grands événements ludiques. Donc, ce sont des événements chaque jour, tout le long du festival, qui sont souvent hors des bibliothèques, donc dans les lieux culturels de la ville, un peu partout. On parlait d'intérieur, mais est-ce qu'il y a des activités également qui se déroulent strictement à l'extérieur? Oui, on en a 2. On a la Nuit Blanche qui est en même temps en plein milieu de notre festival, donc le samedi 28 février, la Nuit Blanche de Montréal. On a un parcours ludique à travers la ville, donc on a 6 lieux.
dont un lieu extérieur sur la rue Emery, donc devant le cinéma du Quartier Latin entre Sanguinet et Saint-Denis. On a toute la rue qui est à nous, donc vraiment projection sur écran géant avec Ubisoft. On a des jeux de parc, mais sur la neige, pour essayer ça, pour essayer de mettre un petit peu de soleil dans cette nuit froide, et des cracheurs de feu, encore là, pour se réchauffer un peu avec musique vraiment sur place. Et on a également, pour notre fête de clôture, on fait un tournoi de balles de neige à l'esplanade financière Sun Life du Parc olympique. Donc vraiment à l'extérieur, c'est le village d'hiver. La dernière journée, il y a du patin, tout ça pour les familles. Et on rajoute, nous, pour cette fête de clôture-là, une bataille de boules de neige qui s'appelle Yukigassen, qui est vraiment un sport qui vient du Japon, très, très réglementé, avec des équipes et tout ça. Ça va être très, très intéressant. On fait une petite initiation la matinée pour les jeunes qui veulent voir comment ça fonctionne avec les moules à balles de neige et tout ça. Et ensuite, dans l'après-midi, un peu sous le système du jeu du drapeau ou du paintball, où on doit, en équipe, essayer d'aller chercher les drapeaux des autres et bien sûr se battre avec les balles de neige. Est-ce que toutes ces activités sont gratuites? Toutes les activités sont gratuites. C'est une des particularités de notre festival. Donc, on est les bibliothèques de Montréal qui l'organisons. Donc, évidemment, on essaie de faire ça tout gratuitement à travers la ville. Donc, toutes les activités, certaines demandent des inscriptions, mais elles sont quand même gratuites. On peut y participer, peu importe. Ce ne sont pas strictement les bibliothèques là, qui présentent des spectacles ou des activités. Quels sont les autres lieux? Oui, en fait, on a donc nos 45 bibliothèques. On a également la grande... 45 bibliothèques à Montréal, oui. Wow. On n'en parle pas assez parce que 45 bibliothèques, c'est beaucoup. On a un des plus gros réseaux, même au Québec et au Canada. Et on a également la grande bibliothèque, donc il y a un peu notre bibliothèque centrale, 46e bibliothèque, disons. Et on a également beaucoup d'autres lieux. Je pense que je ne serais même pas capable de les dire au complet, même si je les connais très bien, parce qu'on en a 35 de plus. On en a 80 au total, mais quelques exemples. On a la TEU, la SAT, l'Excentrice, la Cinémathèque. On a donc les lieux extérieurs dont j'ai parlé, mais beaucoup de lieux, d'institutions culturelles, en fait, de la Ville de Montréal, qu'on investit avec le jeu pendant la semaine de relâche. Et quelques-unes de ces activités demandent une inscription préalable. Oui, certaines d'entre elles demandent des inscriptions, particulièrement pour la journée du 6 mars. C'est quelque chose qu'on fait depuis la première édition et qui fonctionne toujours très bien. Parce que les places sont limitées? Les places sont limitées. En fait, c'est des activités vraiment exclusives pour le festival, entre autres des visites de studios de jeux vidéo, donc qui nous ouvrent leurs portes pour le grand public et l'occasion pour les jeunes, les moins jeunes, les adultes, peut-être même en famille, d'aller voir ces lieux-là, de rencontrer des créateurs qui expliquent qu'est-ce que c'est que travailler dans le jeu vidéo, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble un studio. Des carrières qui se développeront à partir de ça. C'est ce qu'on essaie de faire avec cette journée-là. C'est vraiment, d'ailleurs, le nom de la journée, c'est Métiers en jeu. Et on a plusieurs groupes, des fois, qui font de la réinsertion dans le milieu scolaire, qui ont des groupes particuliers qu'on inscrit pour ces journées-là, pour justement leur donner le goût. Puis on a plusieurs ateliers où il y a vraiment de la création. Donc. On parlait d'inscription préalable. Est-ce que je me trompe en disant que le 27 février, vous avez votre invasion de zombies? Oui. Il faut s'inscrire, là? Il faut s'inscrire aussi. C'est une activité qui se tient à la bibliothèque Frontenac et également juste à côté d'ici, et à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, un petit peu plus loin quand même. Et c'est une des activités coup de cœur de l'année dernière, donc on la refait cette année. Et c'est vraiment invasion de zombies en bibliothèque. Les jeunes de 12 à 17 ans qui doivent se battre contre les zombies avec des chaussettes et qui doivent courir et crier partout dans la bibliothèque. Vraiment une de nos activités qui fonctionne très bien, mais qui fonctionne sur inscription. Je crois d'ailleurs qu'à la bibliothèque Frontenac, on est peut-être même rendu sur la liste d'attente, mais ça vaut toujours la peine de s'inscrire au cas où. Peut-être donner un petit coup de fil juste avant de se déplacer. Oui, ça c'est une il y a le Flash Mob Jeu, mardi 3 mars, oui, ça, partout à Montréal. Partout à Montréal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe du Flash Mob de danse, donc la danse spontanée dans l'espace public. En fait, on essaie de faire ça avec le jeu. On veut jouer partout à Montréal cette journée-là. Donc, bien sûr, les bibliothèques vont beaucoup participer. On est dans l'espace public, mais on est également, entre autres, au complexe Desjardins. On va avoir notre partenaire Ludia qui va être là faire essayer des jeux. Et on va avoir une grande chasse à l'homme pour trouver Charlie cette journée-là à travers la ville, dans différents lieux. Je ne dis pas où parce qu'on va donner des indices le jour même pour essayer d'aller à l'extérieur, dans Ville-Marie. À l'extérieur, dans Ville-Marie. Dans le plateau. C'est déjà pas pire. C'est déjà pas pire. Un festival du genre, ça repose assurément sur la participation d'un grand nombre de bénévoles. Hein? Qui sont-ils? Rapidement, là, oui. Pour quand même souligner le travail qu'ils font. Oui, on a eu une très belle réponse cette année. C'est en fait, les bénévoles, on est avec eux en collaboration avec le Randolph Pub Ludique et la Récréation, donc qui nous aide à former ces bénévoles-là, puis à
les superviser parce qu'après tout, il faut pouvoir leur donner un petit peu d'aide la journée même pour bien connaître le festival. Et donc, on a plus d'une 60aine de bénévoles cette année qui se sont intéressés au festival et qui participent à 1, 2, 3 activités, qui viennent animer. Donc, beaucoup, je dirais, des gens qui aiment le jeu eux-mêmes, des gens qui ont peut-être envie de travailler dans ce domaine-là, mais qui ont le goût d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe en arrière. La question me brûle la langue, là. Qui défraie les coûts pour tout ça? Oui, en fait, ça vient d'un peu partout. Je dirais évidemment les bibliothèques de Montréal qui présentent le festival assument la partie des ressources humaines. Donc, moi qui en suis co-responsable avec mon collègue et certains frais, les chargés de communication, tout ça à l'interne de la ville, les bureaux, tous les frais administratifs généralement viennent de ce côté-là. Par contre, on a également cette année le groupe Banque TD qui nous donne un assez bon montant qui nous permet de faire une plus belle promotion cette année, d'aller chercher des partenaires médias, des matériels promotionnels et nos partenaires du milieu du jeu qui participent financièrement dans certains cas, mais aussi beaucoup en biens et services, qui s'impliquent vraiment pour créer des belles activités, pour nous offrir des prix également qu'on fait tirer. On en a beaucoup, beaucoup à faire tirer. Donc, ça vient d'eux qui nous permettent de faire ça. J'ai 2 petites questions avant de vous quitter. En fait, en quoi le jeu, comment dire, est-il un élément important d'un point de vue culturel et spécifiquement pour Montréal? Oui, mais en fait, Montréal est la capitale du jeu, une des capitales du jeu vidéo. On le dit souvent, on l'entend souvent. Ouais. Le jeu de société aussi, qui est vraiment dans un grand renouveau. On connaît moins les éditeurs, mais il y en a beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure. Mais à Montréal, dans les bibliothèques, entre autres, puisque c'est nous qui organisons le festival, nous voulons faire reconnaître le jeu en tant que produit culturel, donc qui a sa place dans les bibliothèques au même titre que les livres, que les films, que les séries télévisées qui sont déjà là, la musique. Donc, on veut vraiment le mettre en valeur. C'est un produit culturel. Il y a des artisans qui travaillent, des centaines de personnes, des fois, sur un même jeu vidéo, par exemple. En parlant de jeux vidéo, est-ce qu'on en retrouve de ces jeux vidéo présentement dans les bibliothèques quand on va visiter? Oui, tout à fait. De ma génération, moi, j'ai vu des livres. Oui, oui. J'ai vu des documents, mais le jeu vidéo, ça fait partie intégrante. Ça fait partie intégrante. Okay. On n'en a pas dans les 45 bibliothèques, mais on peut quand même aller dans une autre bibliothèque, pas dans son quartier, mais il y en a près de 40 qui ont des jeux vidéo. Et je pense que, si je me rappelle bien, 13 000 jeux vidéo qu'on a dans les bibliothèques en ce moment. Donc, on peut emprunter sur les consoles de dernière génération. Et on va sur place, on l'emprunte pendant une semaine. On renouvelle si personne ne l'a réservé pour l'essayer. Puis il y a beaucoup d'animations même sur place pour les essayer, parce qu'on n'a pas tous une console à la maison. Donc, on essaie de faire ça aussi. Claude Ayerdi, merci beaucoup de votre présence. Bon succès. C'est la 3e édition. C'est le Festival Montréal Joue du 21 février au 8 mars. Voilà, tout à fait. Bon succès. Merci beaucoup. L'année 2015 marquera le 30e anniversaire d'Oxygène. C'est un organisme communautaire qui prône la persévérance et aussi le développement personnel par l'activité artistique. Et pour nous en parler, Julie Laloire, elle est directrice générale de l'organisme. Madame Laloire, bonjour. Bonjour. Madame Laloire, à qui s'adresse précisément Oxygène? Mais ça s'adresse en fait aux jeunes de 12 à 17 ans, les jeunes qui viennent du quartier centre-sud, de Ville-Marie, en fait de l'ensemble de l'île de Montréal. Donc des jeunes qui ont une passion pour les arts, quelle que soit la discipline. Quels sont vos critères de sélection? Il n'y a pas de critères de sélection, si ce n'est que le jeune ait le goût de s'impliquer dans un projet artistique ou qu'il ait l'envie d'aller chercher du soutien, qu'il ait besoin de conseils, qu'il ait envie de triper avec d'autres jeunes. Nous, on accueille autant les jeunes débutants que les jeunes qui ont déjà un talent et qui ont déjà une pratique par ailleurs au travers de leur école ou parce qu'ils la pratiquent à la maison ou dans un loisir autre qu'à Oxygène. Mais un jeune qui dit « Moi, je sens que j'ai un talent, mais je n'ai jamais pu le démontrer ou le montrer à qui que ce soit », peut aller vous rejoindre aussi. Là. Oui, ben c'est cela qu'on souhaite rejoindre en premier lieu. Donc, les jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion de le montrer parce qu'on a une scène où ils peuvent se produire. Les jeunes aussi qui sont seuls chez eux, qui ont cette envie-là, qui dessinent tout seuls ou qui grattent de la guitare et qui voudraient se joindre à d'autres jeunes et avoir des conseils de professionnels pour avancer.
12 ans à 17 ans, en fait, les jeunes du secondaire. Ouais, ouais. Comment les jeunes peuvent-ils s'inscrire chez vous? En nous contactant, en venant nous voir, oui, c'est ça, en allant sur le site Internet. En fait, on a des activités qui débutent en septembre, puis ça recommence au mois de janvier. On a des projets spéciaux. Donc, on est souvent à faire la promotion de nos activités au travers des écoles au début de l'année scolaire, puis au début en janvier pour reprendre la session. Mais ils peuvent embarquer à n'importe quel moment dans nos ateliers. Ça dépend en fait de ce qu'ils viennent chercher, puis de qu'est-ce qu'on a en place à ce moment-là, évidemment, comme projet. Ce qui est particulier, c'est que vous offrez aussi du mentorat. Le jeune n'est pas laissé à lui-même, là. Non, c'est ça. Donc, on a une salle de spectacle et on a une programmation de spectacles dans notre petite salle là, qui est sur la rue de la Visitation. Durant l'année, on a à peu près 6 spectacles par année. Et puis, à côté de ça, on a une programmation d'ateliers où les jeunes, ensemble avec l'artiste animateur, ils vont travailler le chant ou ils vont travailler la danse, ils vont construire quelque chose ensemble puis ils vont le montrer. Et puis le mentorat, ça c'est vraiment pour accompagner, mettons, un groupe de jeunes qui ont déjà une pratique en musique et qui veulent avoir des conseils, qui veulent aller un petit peu plus loin. C'est un peu ça l'esprit du mentorat et c'est complémentaire à nos ateliers. En fait. Madame Laloire, qui accompagne ces gens sur... le jeune arrive chez vous, oui, okay? Oui. Donc, il est pris en main. Oui, c'est ça. Ils vont rencontrer le coordonnateur des activités qui est Armando. Et puis après ça, nous, on va les diriger selon leur passion, en fait, vers l'artiste mentor avec qui ils vont travailler. On va les encourager à participer à l'atelier avec lui, voir s'il a besoin d'un accompagnement plus spécifique. Et donc, en fait, nous, le cœur vraiment d'Oxygène, c'est ces jeunes artistes-là qui ont une pratique professionnelle dans leur vie, puis qui travaillent un petit bout avec nous pour pousser les jeunes plus loin et pour leur transmettre leur passion, en fait. C'est ça aussi beaucoup. Quelles sont vos plus belles réalisations? Il y en a beaucoup parce que l'organisme existe depuis 30 ans, mais je dirais que ce qui a fait partie de l'ADN de Oxygène pendant quand même un grand nombre d'années, c'est des grands festivals qui ont permis de rassembler des jeunes de tout le Québec, des jeunes qui avaient des talents de nouveau et qui sont montés sur scène ensemble. Et c'est vraiment Oxygène qui a permis de réaliser ça. Maintenant, Oxygène, sa mission est plus concentrée au niveau de Montréal. En 2013, une des belles réalisations, ça a été un grand spectacle sur la scène du National, donc sur la rue Sainte-Catherine, où il y a eu plus de 500 personnes qui ont pu admirer et applaudir près d'une centaine de jeunes d'Oxy qui ont fait un spectacle qui mélangeait en fait pas mal tous les arts de la scène et même le dessin et la magie. Est-ce que parmi ceux qui sont allés à ces ateliers, est-ce que parmi ces participants, il y en a qui ont percé dans le milieu? Alors, est-ce qu'il y en a? Ça, c'est une bonne question parce que moi, je suis nouvelle. Donc, c'est un travail qu'on veut faire justement d'aller voir qui sont ces jeunes-là qui étaient là il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ce qui est sûr, c'est que sur notre conseil d'administration, il y a un professeur en technique de loisirs qui était à Oxygène dans ce temps-là. Dans nos artistes mentors aussi, il y a des artistes qui maintenant sont présents sur la scène théâtrale, sur la scène musicale aussi, qui font leur bout de chemin. Mais ce serait un travail à faire d'aller rechercher les artistes qui sont passés par chez nous, là. Le 28 février, il y a une méga chorégraphie qui va se tenir dans le cadre de la Nuit blanche du Festival Montréal en Lumière. Oui. Où ça va se dérouler? Donc la chorégraphie, nous on parle de flash mob, on parle de bal moderne aussi dans les termes vraiment de la danse contemporaine. C'est au Parc des Faubourgs en fait, donc Ontario de Lorimier. Oui. Et ça fait partie de ce gros événement qui s'appelle la Nuit au flambeau, qui est comme un gros événement rassembleur du milieu culturel pour le quartier Centre-Sud. Et donc les jeunes d'Oxy se joignent à ce projet-là. Et ils travaillent avec une chorégraphe de la Deuxième Porte à gauche, qui est une compagnie de danse contemporaine professionnelle. Donc, pendant le mois de février, il y a plusieurs rencontres où les jeunes vont travailler une chorégraphie qui va être présentée à 10 heures dans le Parc des Faubourgs, avec des adultes du quartier aussi, des artistes du quartier. Il va y avoir beaucoup de monde, en fait. Ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, tous ces jeunes pratiquent oui, c'est ça, ils sont pratiqués. Ouais. C'est une chorégraphie assez simple parce que l'idée, c'est qu'eux, ils l'apprennent et ils ont 3 rencontres, donc c'est quand même assez simple à retenir.
mais ils apprennent aussi les conseils de cette chorégraphe professionnelle-là. Mais c'est surtout qu'eux, après, ils vont l'apprendre au grand public qui va être là le 28. Donc, c'est ça le concept de bal moderne. C'est qu'ils deviennent eux-mêmes des professeurs ou ils deviennent les modèles pour la foule qui va être là. Puis tout le monde va l'apprendre le 28. Madame Julie Laloire, merci d'être venue nous parler de votre organisme Oxygène. Merci et à vous. Bon succès. Merci. Après la pause, ce sera notre segment des gens de cœur. Dans ce segment Gens de cœur, je vous présente Jean Baudin. C'est un étudiant qui ne compte pas son temps pour donner un coup de pouce à sa collectivité. Jean Baudin, bonjour. Salut. Et vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour le Carrefour Jeunesse Emploi de la Salle, avec une consoeur, vous formez un duo tout à fait particulier. Vous sillonnez les rues de l'arrondissement et en fait, c'est une clinique mobile pour aider les jeunes à trouver du travail. Racontez-nous un peu. C'est un projet qui est très innovateur dans le sens où c'est la première fois qu'on voit tout d'abord une ambulance qui est reprise à des fins de promotion. Puis en plus que c'est dans le domaine de l'employabilité. C'est des affaires que tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? T'sais? Mais juste avant, là, ce projet touche quelle tranche d'âge? Ce sont des étudiants qui veulent travailler? En fait, c'est des jeunes de 16 à 35 ans. Avant, c'était étudiants, travailleurs. Dès que tu as 16 à 35 ans, les programmes peuvent être offerts. Mais depuis qu'il y a eu certains changements au niveau du gouvernement, ils ont décidé de couper. Ça fait en sorte qu'on a changé aussi nos politiques de comment on va fonctionner à l'intérieur de l'organisme communautaire. Dorénavant, c'est seulement les 16 à 35 ans, les individus de 16 à 35 ans, qui sont ni à l'école, ni au travail, et ce, de manière à temps plein. Donc, vous dites que vous me parliez d'ambulance il y a quelques instants. Vous avez une ambulance qui a été remaniée, je pense, et vous sillonnez les rues de la ville comme ça. Oui, donc avec Mégane Tremblay-McClellan, qui est ma consoeur, ma collègue, on forme le duo Urgence Emploi. C'est vraiment, on a quand même une belle visibilité. On se promène avec l'ambulance et puis on s'arrête à un coin de rue tout d'un coup. On sort du décor, les gens nous regardent et font « C'est qui ça? C'est quoi? » Fait on rentre avec eux en contact et c'est ça justement notre mission, c'est d'aller chercher ces gens-là, aller leur parler et aller les informer sur les services qu'on offre au CIGE Destination Travail, donc qui sont de type de l'employabilité. Donc on va leur parler de s'ils veulent retourner aux études, s'ils veulent aller au travail, c'est quoi ton but à toi, puis on va essayer de t'aider pour y arriver. Et vous leur donnez rendez-vous à certains endroits de la ville, à certains moments, certaines journées? Oui, dans le fond, on a une page Facebook qui est du CIGE La Salle. Et on écrit un peu c'est quoi notre itinéraire. Ouais. Souvent, on s'en va au métro, on s'en va au Cégep André-Lordeau, mais puisqu'il y a des changements en ce moment dans la manière qu'on fonctionne, on doit repenser une nouvelle stratégie. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on mise beaucoup, c'est d'aller dans les centres commerciaux, d'aller faire du porte-à-porte, aller rejoindre vraiment le plus de gens possible, aller dans les événements communautaires. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes impliqué dans ce projet en particulier? Bien, ça remonte à loin au niveau de mon implication au niveau communautaire. J'ai commencé il y a environ 3 ans à la radio de Ville-la-Salle, au 100,1 CKVL. Et là, grâce à cette radio-là, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais souvent à la rencontre des gens. Je devais aller faire des entrevues, tant au niveau événementiel qu'au niveau de la communauté, les événements plus sociaux. Donc, je t'ai emmené à beaucoup rencontrer les personnes, tant des individus du public ou qui sont derrière l'organisation d'événements. Et ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment développé un sentiment d'attachement envers toute ma communauté, envers tous les autres organismes pairs à la radio, dont le CIGE Destination Travail, qui m'ont repêché. Parce qu'en même temps, vous êtes aux études, là. Oui, ça travaille fort aux études. Vous étudiez dans quel domaine? En cinéma. En cinéma. En ce moment, je fais des études pour devenir un réalisateur chevronné. Je travaille sur mon film sur des vétérans qui se regroupent sous la bannière du vétéran Yoanneto. Un film qui risque d'être prometteur. On travaille fort en montage en ce moment. Ce qui veut dire que vous devez gérer votre temps. Vous êtes un bel exemple de conciliation études-travail, vous, là.
Bien, je vous avoue que grâce à mon emploi, qui réussit vraiment à, comment je pourrais dire ça, à faciliter mon jonglement entre mes études et mon travail. Parce que c'est moi qui choisis mes heures, c'est moi qui choisis mes journées. Donc, quand j'ai besoin de plus de temps au montage, je peux aller m'y consacrer. Et quand je vais au travail, c'est vraiment flexible pour moi. Fait que c'est très apprécié de la part de mon patron et également de mon emploi m'offre ça. Quels sont vos autres champs d'occupation? Vous travaillez, vous étudiez, vous faites du bénévolat aussi? Je suis quand même assez impliqué dans la radio communautaire de Ville-la-Salle. J'y vais une fois de temps en temps. Mon implication aussi dans le cinéma auprès de mes vétérans. Maintenant, j'ai développé comme un bon attachement avec eux autres, un sentiment vraiment parce qu'il faut que je sois avec eux autres. T'sais. Parce que j'ai travaillé tellement fort avec eux que ça devient une forme d'implication. Dès que je fais un documentaire, je deviens super impliqué là-dedans. Ça fait partie un peu de la réussite de mon projet. Puis le plus possible, par exemple, quand il y a un événement dans la communauté de Ville-la-Salle, une fois de temps en temps, je vais y aller là avec la clinique mobile de l'emploi aujourd'hui. Je me promène dans cet événement-là, puis on va aller rejoindre la communauté. Et ça vous amène également à rencontrer des gens. Vous semblez aimer la proximité. Ça va très bien, mais je veux quand même prendre quelques secondes sur ce documentaire. Vous êtes un jeune homme. Pourquoi avoir choisi un sujet qui touche les vétérans? En fait, encore une fois, bon, je plug souvent la radio, mais ça a été vraiment un moment qui était central dans ma vie. Et puis, j'ai rencontré une personne qui s'appelait Jean-Claude Duclos. Lui, il avait 1000 cordes dans son arc, il était archéologue, il était journaliste, il a tout fait, Et puis, il avait fait des missions également. Puis, il me parlait justement de vétérans. Puis, tout d'un coup, il me dit, ils se promènent en moto, ils ont l'air vraiment des motards, ils ont les tatous, ils ont les patchs. C'est vraiment du monde qui était passionnant. Puis moi, juste à l'idée, je me disais... c'est cinématographique, il y a quelque chose à aller chercher là. Mais pour l'instant, je ne connaissais rien de ça. Je ne connaissais vraiment rien. J'ai fini par trouver plus d'informations sur eux. Puis là, je me rendais compte qu'il y avait des questions de choc post-traumatique, il y avait des questions des problèmes au niveau de l'administration à l'armée, ce qui fait en sorte que ces gens-là sont laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas toutes les ressources. Qui ont souvent la difficulté à obtenir un soin ou à obtenir de l'écoute aussi de la part de leurs anciens employeurs. Fait que c'est une situation qui est assez heavy. Jean Baudin, il nous reste 2 minutes. Déjà, mon Dieu. Ah oui, ça va vite. Ce que je voudrais savoir, c'est le regard que vous portez sur votre génération, le cinéaste. Je pense que, en tant que cinéaste, justement, je suis une personne qui croit en ses rêves. J'ai vraiment envie de réussir. C'est un domaine qui est assez difficile. Puis je me dis que si j'y crois pas, comment je vais y arriver? Je pense qu'au niveau de la jeunesse, on pourra la critiquer. C'est sûr que c'est jamais parfait, mais moi, ce que je trouve de notre jeunesse, ce qu'il y a de beau, c'est qu'elle est ambitieuse et qu'elle rêve. C'est une jeunesse qui se permet vraiment de croire à ce qu'elle a envie de faire puis qui a envie de laisser son impact. C'est une jeunesse qui, on dirait, qui veut prendre les choses en main. Moi, je me sens comme ça, puis je vois souvent des gens qui sont dans mon entourage qui ont cette force intérieure de vouloir faire quelque chose et de croire en ce qui est vraiment cher. Puis pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est une manière pour moi d'exprimer ce qui est vraiment plus profond en moi, de manière à explorer la vie sur tous ses aspects. Un jour, je peux faire un film sur quelqu'un qui change de sexe, un autre jour sur un vétéran. C'est super polyvalent. Moi, je suis passionné, fait que ça me permet de m'intéresser à tout. Donc, c'est vraiment une manière pour moi d'aller au plus profond de ma vie, je sais pas. Jean Baudin, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous souhaite bon succès et surtout de garder cette capacité de rêver et de donner aux autres comme vous le faites présentement. Bien, merci beaucoup. À bientôt. On s'en va maintenant à notre babillard. Le Centre des femmes du plateau Mont-Royal Devenir offre gratuitement un programme d'orientation scolaire et professionnelle conçu pour les femmes. Subventionné par Emploi Québec, il est offert à celles qui ont besoin d'aide et de soutien quant à leur choix professionnel afin de vivre un retour harmonieux en emploi. La démarche est d'une durée de 11 semaines et le prochain groupe débutera le 13 avril 2015. 2 séances d'information auront lieu le 25 février et le 11 mars à 14 h. Pour vous inscrire, appelez le 514-521-6888.
82. Si vous avez des objets que vous n'utilisez plus, vêtements, livres, CD, DVD, articles de cuisine, etc., et que vous voulez les échanger contre des objets dont vous avez besoin, la Maison d'Aurore vous invite à la rencontre de Troc tes trucs du plateau Mont-Royal, Myland, le samedi 28 février à 13h. Pour plus de détails, contactez Marie-Vincent au 514-527-9075. Le Comité social Centre-Sud vous invite à son atelier de groupe pour mieux comprendre et utiliser son compte Facebook. Vous devez au minimum posséder une adresse courriel. L'atelier est gratuit. Une carte de membre est cependant obligatoire au coût de 5 $ à l'accueil. L'atelier se tiendra le mercredi 25 février de 10h à midi. Pour vous inscrire, 514-596-7092. L'hivernal 2015 se poursuit jusqu'au 7 mars à l'esplanade du Parc olympique. L'espace extérieur festif est situé au village d'hiver, qui regroupe un grand nombre d'activités. L'endroit accueille des soirées thématiques et des performances de DJ locaux. Vous êtes attendus les vendredis de 16h à minuit, les samedis de midi à minuit et les dimanches de midi à 18h. Du 3 au 8 mars, c'est la fête au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Toute la semaine de relâche, le musée se transforme en véritable colonie de vacances pour les familles. Dans le cadre de son exposition temporaire en cours, les enfants et leurs parents pourront participer gratuitement à divers ateliers, participer à des jeux de piste, prendre part à des visites guidées adaptées aux enfants et visionner des films présentés en exclusivité. Le musée est situé au 1380 rue Sherbrooke-Ouest et est accessible via les stations de métro Peel ou Guy Concordia. Du 2 au 6 mars, le Zoo Écomuséum a pensé aux parents qui travaillent pendant la semaine de relâche. Sur inscription, les enfants de 7 à 12 ans peuvent vivre une semaine inoubliable. Toute la semaine, les enfants mettront la main à la pâte pour s'occuper des animaux du zoo et apprendre à les connaître. Pour réserver, il suffit d'appeler au zoo entre 9h et 17h au 514-457-9449. Voilà qui complète cette édition du Bulletin, mesdames et messieurs. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site tcftv.ca et nous sommes également présents sur Facebook.